Hyper fier d'annoncer qu'on vient de réaliser une série B de 25 millions d'euros. C'est un épisode un peu particulier pour moi, puisque c'est la première fois que je reçois un entrepreneur que j'ai financé avec Résonance. On sort d'une année 2024 qui a été assez incroyable pour nous. On a mis le doigt sur un sujet qui est chaotique dans toutes les boîtes. Finalement, en fait, peu importe le secteur, l'industrie, avec une certaine taille minimum, vous êtes capable d'adresser tous les secteurs de l'économie, toutes les tailles, et donc ce qui fait que votre marché en fait énorme et colossal. Nous, la stratégie, l'ambition, c'est clairement d'aller chercher les 100 millions d'ARR en 2030. Ça va très vite, en 8 jours, même pas première term sheet. Il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Pareil, on va se rater, on va pas réussir du premier coup, mais c'est pas grave, en fait, on va apprendre. Ce que les VC m'apportent aujourd'hui, c'est déjà grandir en tant que CEO. On n'est pas à vendre. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Founders Frequency. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Fabre, qui est le CEO de Tomorrow. Et c'est un épisode un peu particulier pour moi, puisque c'est la première fois que je reçois un entrepreneur que j'ai financé avec Résonance. Donc j'ai eu le plaisir avec Résonance de leader la série A de 10 millions d'euros il y a maintenant 18 mois. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées pour Résonance, comme on va en parler aujourd'hui. Mais surtout, Antoine est venu pour nous annoncer une nouvelle déterminante pour la vie de Tomorrow. C'est votre série B. Donc tu vas nous en dire un peu plus, que tu mènes avec énormément de très beaux VC internationaux et effectivement même les VC historiques qui réinvestissent tous dans le fond. Salut Antoine. Salut Max. Eh bah écoute, bienvenue sur le podcast, c'est un plaisir de t'avoir et ce que je peux te proposer, c'est de te présenter pour commencer. Avec plaisir, merci pour l'invite, ravi d'être le premier du portefeuille Résonance à pouvoir inaugurer ce format. Donc Antoine, j'ai 31 ans, je suis un des 3 cofondateurs et CEO de Tomorrow comme tu l'as dit. Je suis originaire de Toulouse, donc ça s'entendra peut-être un petit peu dans le podcast sur certains mots un peu pièges, où j'ai fait toute ma scolarité. Donc parcours ingé, passionné par l'aéro, par le spatial depuis que je suis petit. Et aussi par la tech, donc j'ai appris à coder sur le site du zéro, donc Open Classroom aujourd'hui quand j'avais 13-14 ans dans ma chambre d'étudiant, et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans la tech. Et voilà, et donc depuis maintenant 8 ans, je suis dans cet écosystème-là. J'ai travaillé 3 ans avant de créer Tomorrow avec mes associés. Alors tu as fait quoi après tes études d'ingénieur ? Après mes études d'ingé, je suis venu à Paris, donc stage de fin d'études. La grande question c'était est-ce que je vais chez Airbus, comme 99% des ingés diplômés aux alentours de Toulouse, ou est-ce que je tente autre chose? Et donc c'est là que je suis venu à Paris. J'ai rejoint une startup qui s'appelle Crème de la Crème. Au tout début, on était 5-10 personnes dans la boîte et expérience extrêmement apprenante, beaucoup d'événements. On s'est vachement marré, on a fait beaucoup de bêtises, beaucoup de trucs bien. Et c'est là que j'ai rencontré Thibaut, un de mes associés chez Tomorrow. Et voilà, au bout de 3 ans, on est à... Et t'es arrivé en quoi? En dev ou en produit? Je suis arrivé au produit. Donc c'était à l'époque un petit peu, quand on était 5-10, c'était produit mais qui faisait un peu tout. Donc je suis arrivé chez le rappelle design. Ce que fait Crème de la Crème. Crème de la Crème, c'est plateforme de mise en relation de freelance avec les entreprises. Donc en gros, on vient connecter des freelances qualifiés, triés avec des grandes entreprises, typiquement sur des missions ponctuelles. Et ouais, à l'époque, on est 5-10. Il y a 3 fondateurs, quelques personnes dans l'équipe tech, quelques personnes dans l'équipe commerciale, dont Thibaut. Et moi, j'arrive et première personne sur le produit. Donc, je fais le design, je fais le product management, je code un peu, je fais un peu de tout, quoi. Je gère des clients aussi à l'époque et la boîte va grossir. Et moi aussi durant ces 3 ans. Trop bien. Et donc, quand tu quittes Crème de la Crème, où est-ce que vous en êtes? Et je crois que tu es Head of Product à ce moment-là. Ouais, quand je quitte la société, on est une 50aine dans la boîte. Moi, je gère les équipes produits et customer, principalement. Donc, c'est une dizaine de personnes. Et voilà, mais tu vois, ce qui me manquait un peu, c'est le côté SaaS B2B. Donc, en fait, là, on était vraiment sur de la marketplace. La valeur qu'on apportait à nos clients, c'était finalement les freelances qu'on était capable de leur présenter. Et la part du produit dans la valeur qu'ils captaient, elle était moindre. Et moi, c'était un truc qui me plaisait, tu vois. Je venais du produit, ce que j'avais aimé, c'était justement solutionner des problèmes avec des solutions techniques et donc envie d'aller vers cet écosystème-là, vers le SaaS B2B. Donc c'est pour ça, tu vois, qu'au bout de 3 ans, avec Thibaut, on commence à parler et les idées émergent de monter un truc ensemble, précisément sur du SaaS B2B. Trop bien. Et donc, c'est là que naît, non pas Tomorrow, mais Leeway, le premier nom. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que faisait Leeway à l'époque? Comment vous avez eu
cette idée, puisque finalement aucun de vous ne vient du monde du droit. Comment naît l'idée? L'idée, elle naît évidemment d'un problème qu'on connaît. On a fait du contrat comme un petit peu tout le monde dans une société. Mais ce qui est, je pense, assez atypique à ce moment-là, c'est que on quitte la boîte en se disant on a envie de monter quelque chose ensemble. On n'a pas encore une idée précise sur laquelle on se dit c'est ça, il faut qu'on parte monter une boîte là-dessus. Mais au contraire, se dire bon, en fait, on aime bosser ensemble. Euh, Lançons-nous, créons quelque chose. Donc, en fait, on commence à tester des idées à côté de nos horaires de travail, le soir, le week-end. On va rencontrer des gens et ça, c'est des business dans toute industrie. Tu vois, on va tester dans l'hôtellerie, on va tester dans le field workforce, donc les gens qui sont sur le terrain. Tu vois, on va aussi tester des idées dans l'artisanat, enfin tout secteur, mais avec ce point commun de c'est du SaaS B2B et on veut vraiment que le produit vienne solutionner un gros problème. Et on va passer, je pense, 6 mois, 7 mois, 8 mois à justement tester ces idées successivement en parlant avec des gens. Tu vois, vraiment le plus simplement du monde. Liste de questions, on avait nos formulaires, on se séparait, par exemple, tu vois, dans l'hôtellerie. On avait positionné tous les hôtels de Paris sur une carte et on se répartissait les arrondissements. On allait poser des questions aux gens. Est-ce que ça vous aiderait qu'on fasse ça, qu'on fasse ci? Et c'est un peu comme ça qu'on a arbitré. Tu vois, qu'on se disait, OK, est-ce qu'il y a un vrai problème? Est-ce que ça nous excite aussi finalement ce problème? Est-ce qu'on s'y projette, tu vois, sur des dizaines d'années et aller le tacler en profondeur? Et donc on fait ça pendant, ce que je disais, 7-8 mois. Et là, on arrive sur le contrat. Et en fait, c'était assez fabuleux parce que le fait d'être passé par justement des idées, je pense, beaucoup moins, avec beaucoup moins de potentiel avant, bah là, on comprend en fait qu'on a mis le doigt sur un sujet qui est chaotique dans toutes les boîtes, que personne n'est satisfait de la manière dont ils gèrent du contrat. Et donc forcément, ça nous excite. Et en plus, ce qui nous excite, c'est de se dire, le concurrent, c'est Word. Donc en fait, ça veut dire qu'on a une opportunité d'aller complètement réinventer une expérience parce que les gens, ce qu'ils utilisent, c'est un outil qui n'est pas du tout dédié à l'usage. C'est pas le marché est équipé avec des solutions dédiées au contrat. Non, il n'y a pas grand-chose. Les solutions alternatives qu'ont trouvé les gens, c'est un éditeur de texte. Et donc en fait, on se dit, banco, quoi. Le projet, le problème, il est vaste, il touche toutes les boîtes. Il nous excite parce qu'il est complexe. On va vraiment dépoussiérer un truc. Et ouais, donc c'est là que ça démarre et que Sébastien arrive, le troisième associé, à peu près à ce moment-là, tu vois, deuxième partie de l'année 2019. Et alors, est-ce que tu peux, sur le produit, donc est-ce que tu peux nous donner un cas d'usage? Comment vous vendez aux entreprises? Vous vendez principalement aux personas juridiques de l'entreprise, même si après, derrière, votre produit, en fait, il est utilisé par toutes les parties prenantes de l'entreprise, que tout le monde interagit avec du contrat, que ce soit le sales dans la négo, que ce soit la partie finance pour certaines clauses, ou la partie risque, je sais pas, pour une fintech. Mais donc, quel est le ROI que vous apportez aux boîtes et comment les utilisateurs ont de la valeur avec l'outil Tomorrow? Peut-être pour repartir un petit peu en amont et compléter ce que tu dis, effectivement, je pense que l'élément principal, c'est en fait le contrat, c'est un point de convergence entre différentes parties. En interne, c'est-à-dire que certes, pour répondre aussi partiellement à ta question, on va chasser les départements juridiques qui sont ceux qui vivent le plus intensément le problème parce qu'en fait, ce sont ceux qui centralisent le sujet du contrat dans l'entreprise. Mais le contrat, ils le construisent avec le commercial qui a besoin de signer un nouveau client, avec l'acheteur qui a besoin de faire en sorte que l'entreprise soit approvisionnée en biens, en prestat, et aussi avec l'externe. Donc en fait, un peu la magie du sujet, c'est finalement que le sujet central, c'est la collaboration. En fait, nous, on démarre, même notre vision initialement, c'est de se dire, on doit réinventer l'expérience et en fait, on doit le faire avec la collaboration au cœur et tout doit se passer sur la plateforme. Donc ça va être long parce qu'il y a énormément de fonctionnalités qu'il va falloir construire. Mais en fait, une fois qu'on sera capable de tout opérer, toute la collaboration se passera sur la plateforme. Et donc, en fait, le ROI, il est multiple, mais il est sur l'accélération des cycles contractuels. Donc là, on estime que c'est 3 fois plus rapide, tu vois, de contractualiser avec Tomorrow, principalement par cette collaboration et plein de fonctionnalités d'automatisation à côté, mais principalement avec la collaboration où je vais rassembler tout le monde en interne et je vais aussi rassembler avec les tiers. Et deuxième gros bénéfice, c'est sur la maîtrise des risques. C'est avec Tomorrow, j'ai 100% de visibilité sur mon parc contractuel. Je sais quand est-ce que mes contrats se renouvellent. Et en fait, le problème un peu initial qu'on avait identifié, c'est que 100% des sociétés,
elles ont déjà eu un contrat qui s'est renouvelé avec un prestataire qu'elles auraient aimé soit renégocier ou, pire, résilier. Donc, il y a une vraie perte financière immédiate, tu vois. Donc ça, c'est historiquement. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, avec l'IA, en fait, on va beaucoup plus loin, où on arrive à avoir des gains de productivité qui sont considérables sur des tâches qui étaient non plus seulement à faible valeur ajoutée, mais aussi à forte valeur ajoutée, tu vois, sur de la révision de contrat, par exemple, ce qu'on annonce justement aujourd'hui, en cette fin mars. C'est ça, tu vois, c'est là, aujourd'hui, on a compris comment les entreprises négociaient des contrats, et en fait, on vient le faire pour elles sur certaines typologies de contrats. Donc, tu vois, il y a 3 aspects assez clés sur la construction du ROI pour une entreprise. Alors, l'IA, hyper intéressant, et on va y revenir bien sûr, donc, et même dès maintenant. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que donc, effectivement, vous commencez en 2020-2021. À l'époque, il n'y a pas de... Enfin, il y a pas, les LLM n'existent pas. L'IA existe, mais l'IA sur le texte, ça marche beaucoup moins bien. Ouais. Vous commencez finalement comme étant donc, le CRM des contrats. Les sales ont Salesforce, et maintenant les juristes d'entreprise ont Tomorrow. Et en plus, ils ont accès à un éditeur de texte interne encore plus collaboratif. Et puis, donc vous vous développez déjà extrêmement vite comme ça. Et fin 2022, donc il y a l'avènement qu'on connaît tous avec ChatGPT qui explose à la face du monde, les technologies sous-jacentes, donc les LLM, qui permettent de finalement générer du texte et donc d'automatiser énormément de tâches. Nous, à titre personnel, avec Résonance, on voit que du coup le légal, parce que en fait les avocats et les juristes travaillent avec du texte, va être un des secteurs les plus touchés par l'IA, et toi tu le comprends aussi très vite. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous vivez, vous, de l'intérieur, l'avènement de ChatGPT, quelles sont les opportunités que vous voyez, et puis aujourd'hui, donc vous avez déjà un produit qui exploite très largement l'IA et les LLM. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que fait le produit aujourd'hui, maintenant, et puis ce qui permettra demain grâce à l'IA? Ce qui est hyper intéressant dans ce que je souligne, c'est qu'effectivement, ce sujet, il n'est pas nouveau pour le département juridique. Ça fait bien 10 ans au moins qu'on essaye d'aller faire de l'extraction de données sur des contrats. Et en fait, même quand nous, on arrive sur le marché en 2020, tu vois, la question, on se la pose parce qu'on voit des acteurs justement qui ont ce positionnement-là, qui est positionnement contrat, département juridique uniquement. Et le focus, c'est extraire cette donnée importante, tu vois, les 10-20 data points un peu clés d'un contrat, sur ton parc de contrats de milliers de documents. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, on ne part pas dans cette direction en se disant on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas à la fois faire du workflow et opérer toute la collaboration sur le contrat et faire de l'IA, parce qu'en fait, on est 3 et ça serait un défocus. Et donc, on se dit, je dis ça parce que tu comprendras qu'on a eu de la réussite aussi derrière avec les LLM, on se dit, de manière très pragmatique, si on est capable d'aller craquer ce sujet du workflow et de devenir la plateforme sur laquelle en fait tout ce qui touche au contrat se fait, ça nous ouvrira des opportunités demain. Ça peut être s'étendre sur d'autres use cases, comme en fait ce qui s'est passé avec les LLM. Donc c'est la question qu'on se repose en fait en fin 2022, début 2023, quand justement, tu vois, il y a ChatGPT qui arrive, donc dans le perso au début, évidemment. Et c'est de se dire, en fait, nous, on a énormément de données, donc sur les contrats statiques, on sait ce que contiennent les contrats. Et en complément, on a aussi énormément de données sur la manière dont les entreprises font du contrat. Tu vois, toute cette collaboration, en fait, elle nous indique tous les échanges, à la différence, tu vois, d'un DocuSign qui a le document signé à la fin. En fait, nous, on a toute l'intelligence contractuelle avant, qui est comment les gens sont parvenus à se mettre d'accord pour arriver finalement à ce document-là. Oui, et vous ça, avez en fait, un peu ça a tout le énormément de valeur. versionning que tu peux avoir dans un Word, et tu as toute la donnée contextuelle sur comment le document a évolué. Et en plus d'avoir le document, puisque tous les documents sont storés pour vos clients sur Tomorrow. Et on a tout le cheminement. Tu vois, il y a le versionning, mais en fait, le versionning, il représente le raisonnement. C'est-à-dire, tu vois, quand j'ai une modification qui est faite sur le contrat, sur lequel j'ai des commentaires, des débats qui ont lieu, en fait, là, on est vraiment au cœur de comment les gens réfléchissent quand ils sont en train de réaliser du contrat, tu vois. Et donc, c'est tout ça aujourd'hui, en fait, qu'on utilise. Et tu disais comment on le vit de l'intérieur. En fait, 2023, on l'a exploré. Tu vois, on a tâtonné, on a commencé à faire des premières fonctionnalités là-dessus, à creuser. Et 2024, ça a vraiment été un basculement en termes de strat où c'est devenu un focus. Et c'est, OK, comment est-ce qu'on établit une stratégie pour, en fait, mettre cette techno au cœur de ce qu'on fait avec le contrat. Donc vraiment, sur 2024, tu vois, on est allé même jusqu'à repenser radicalement les interfaces qu'on avait conçues sur la négociation de contrat, en se disant, en fait, aujourd'hui, à quoi ressemblerait la négociation de contrat dans Tomorrow ou même hors Tomorrow,
avec tu vois, les LLM et ces technos qui sont maintenant établis. Et ça nous a amené à avoir des vraies réflexions, des vrais partis pris, et tout en ayant vraiment une stratégie à étage qui a été 2024, on consolide la donnée. Donc en fait, on va faire de la fonctionnalité avec l'IA au cœur pour aider les entreprises à avoir de la donnée la plus propre et la plus à jour possible et la plus simple et d'y avoir accès le plus simplement possible plutôt. Et là, aujourd'hui, tu vois, 2025, là, on est entré dans cette phase où c'est, OK, en fait, comment est-ce que maintenant on prend le relais et on aide le département juridique à se délester d'une partie des contrats d'un point de vue révision pour que notre intelligence artificielle, elle puisse justement prendre sa part et réviser une partie des contrats de l'entreprise pour le juriste. Et donc en 2024, donc, vous avez sorti Oro. Tu peux nous Ouais. donner des cas. Donc l'IA est déjà dans le produit Tomorrow. Vous avez une interface un peu à la ChatGPT. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur comment vos utilisateurs, vos clients, ils utilisent des LLM directement dans le produit Tomorrow? Comment ça se passe? Tu as plusieurs cas d'usage un peu clés. Donc, comme je disais, 2024, notre enjeu, c'était il faut qu'on structure la donnée, qu'elle soit le plus à jour possible et qu'elle soit facilement accessible. Donc, on a sorti des fonctionnalités, par exemple, d'extraction de données. Tu vois, cas d'usage numéro 1 qu'on est allé adresser, c'est allons enrichir encore plus la connaissance sur les contrats en permettant d'aller extraire un maximum d'informations non structurées dans le document et de la structurer pour nos clients. Donc, vraiment, assez basiquement, j'ai un contrat dans Tomorrow, je vais pouvoir en extraire des informations clés, mais aussi des informations telles que est-ce que telle clause est contenue dans le contrat, si oui, sous quelle forme, et si elle n'y est pas, est-ce qu'elle devrait y être, etc. Donc ça, cas d'usage numéro 1, tu vois, on démarre l'année, on est à 50% de précision sur l'extraction. On finit 2024, on est à 94% de précision. Donc on a vraiment eu une grosse phase d'itération sur cette fonctionnalité-là. Et en parallèle, on est allé enrichir. On est allé enrichir sur, OK, on commence à être pertinent sur l'extraction. Maintenant, comment est-ce qu'on rend cette donnée accessible aux utilisateurs? Donc ça prend plusieurs formes. Ça prend une forme telle que du résumé. Le résumé, il est extrêmement utile dans des phases d'approbation de documents, dans des phases de signature, où tu as des gens qui n'ont pas le temps de consulter tout le document et qui ont envie d'en avoir une synthèse. Et donc, comme on a des informations qui sont bien extraites, qualitatives, on sait qui consulte le contrat. Tu vois, là, aujourd'hui, on vient leur mettre un résumé. Et toi, si tu es directeur financier et que tu as 30 secondes pour approuver un document, eh bien, on va te mettre un résumé qui est personnalisé par rapport à toi et par rapport au type de document que tu as. Donc si tu es CFO, tu vas avoir l'information, le prix et les principales clauses sur le prix, j'imagine l'augmentation future du contrat et toute cette métadata très importante pour toi. Ouais, et on va, tu vois, on commence même à aller plus loin que ça, qui est que tu as une fonctionnalité de chat avec le contrat qui nous indique aussi ce qui te manquait finalement dans le document, dans le résumé, pardon. Tu vois, typiquement, je te mets un résumé, tu me poses une question derrière, ok, c'est qu'il te manquait cette information dans le résumé. Donc nous, on comprend, et demain, quand tu vas avoir à approuver des contrats similaires, on va être capable de te pousser justement l'information que tu avais questionnée initialement. Donc ça, c'est un cas d'usage. Et ce cas d'usage, tu l'as aussi à l'échelle globale sur ta base contractuelle, qui est, j'ai n'importe quelle question sur les milliers de contrats que j'ai dans Tomorrow. Je pose la question aussi simplement que je le ferais sur un chat GPT, tu vois. Et ça vient m'apporter l'information, ça vient me structurer, tu vois, des graphiques, me générer un export CSV si je voulais. Je suis dans une due deal, je veux exporter mes 10 plus gros contrats clients, bam, ça me génère la liste des 10 contrats clients que je peux exporter et envoyer aux auditeurs, tu vois, typiquement. Donc ça, c'est un peu les cas d'usage qu'on a adressés sur et alors dans le futur, parce que là vous avez plein, je ne sais pas à quel point tu peux le dévoiler, mais vous avez quelles sont les nouvelles features qui seront disponibles en 2025 dans Tomorrow, et jusqu'où tu penses que finalement l'IA va pouvoir aller? Est-ce que demain, finalement, à partir d'un prompt, un contrat sera généré avec finalement très très peu de temps humain passé par les équipes opérationnelles sur un contrat, et que en fait l'IA saura directement OK, quelle clause mettre dans quel cas, et finalement tout sera automatisé, et du coup vous passerez d'un outil où la collaboration est encore nécessaire à finalement un outil où c'est des IA qui collaborent entre elles. Enfin, quelle est toi ta vision là-dessus? Est-ce que vous allez sortir comme feature dans un futur proche? C'est pas évident celle-là. Mais ce que tu dis, en fait, je suis assez convaincu qu'on va y arriver assez vite. Tu vois, là, aujourd'hui, on lève 25 millions d'euros et on annonce aussi la sortie de Oro Review. Et Oro Review, tu vois, c'est une première étape dans ce que tu décris. Je pense que si on prend un peu le scope des opérations sur les contrats,
Celle aujourd'hui qui est la plus chronophage et qui ralentit le plus l'entreprise, en fait, c'est la phase de négociation, de révision de contrat. Si tu prends la vie d'un contrat, entre le moment où il est généré et le moment où il est signé, la signature, ça va vite. La génération, ça va quand même relativement vite. On va être sur des heures, des jours, mais rarement plus. Et en fait, ce qui est extrêmement long, c'est la négociation. Et là, on va parler en semaines, on va parler même en mois sur des gros deals. Et donc, c'est là, à mon sens, où il y a le plus d'impact et où il y a le plus de valeur à ajouter. Et nous, c'est ici, clairement, tu vois, qu'on focalise nos efforts. Donc, aujourd'hui, on annonce au review, et c'est une première étape là-dedans, où, en fait, on te fait des recommandations dans la phase de révision de ton contrat. La valeur, elle est clairement pour l'opérationnel. Comme je disais au début, tu vois, le contrat, c'est pas le juriste. C'est le juriste qui doit aider une équipe interne à contractualiser le plus vite possible, tout en protégeant la société. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Signer vite, c'est facile. Mais signer vite en protégeant la société, c'est là que c'est plus difficile. Et donc, nous, ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est mettre en fait un intermédiaire entre les deux et déjà dire au commercial qui vient de recevoir une nouvelle version de contrat à noter, avec plein de retours, lui mettre des recommandations sur tiens, ce retour, on l'a déjà traité, voici comment tu dois le traiter et voici ce que tu dois utiliser. Tu peux faire ça sans avoir à solliciter ton département juridique. C'est ça, basé sur les centaines de contrats qu'on a déjà processés par le passé. Voici ce qui n'est pas acceptable, ce qui est sujet à discussion et voici les 15 retours qu'on te suggère que tu vas pouvoir directement valider et envoyer au client, quoi. Exactement, tu as ces deux trucs. Tu as identifié, donc mesuré. Donc, est-ce que c'est acceptable, non acceptable? Est-ce que c'est non identifié? C'est la première fois que je vois ça. Et derrière, te suggérer une position. Et c'est là aussi qu'il y a beaucoup de valeur. C'est de te dire, tu peux traiter ce sujet sans avoir à solliciter ton département juridique. Parce qu'en fait, ton département juridique, la société a besoin qu'il soit investi pleinement sur les sujets les plus stratégiques, qui sont du contrat, mais pas 100% des contrats, qui sont peut-être 10-20% des contrats qui sont gérés par la boîte. Et d'autres sujets, tu vois, du corporate, etc., sur lesquels nous, aujourd'hui, on n'a pas d'impact. Et donc, donc là, on lance une première, un premier élément là-dessus, mais on va aller beaucoup plus loin. Et demain, en fait, on va te pré-réviser la version que tu viens de recevoir. On va te faire des recommandations, ça, au département juridique, sur comment est-ce que tu devrais faire évoluer tes politiques contractuelles. Donc, le juriste, en fait, il va aussi avoir un nouveau rôle qui est établir ces politiques contractuelles, les faire vivre, les faire évoluer dans le temps. Et ça, voilà, on va être capable de te dire, tu as énormément de friction sur ce point, ça ralentit l'activité de ta boîte. Typiquement, à chaque fois, tes prospects te challenge sur ce point et tu finis par ne pas utiliser ta version initiale. Donc, peut-être fais évoluer ta politique contractuelle pour avoir moins de friction là-dessus. Le marché, de manière générale, va dans ce sens-là. Donc, cette clause, elle est un peu à l'encontre du marché sur ton industrie. Donc, fais-la aussi peut-être évoluer. Tu vois, toujours dans cette optique on est là pour accompagner les boîtes et leur permettre de signer toujours plus vite, tout en gardant un maximum de contrôle et de maîtrise sur ce qui est signé. Parce que, évidemment, quand tu scales, quand tu accélères ton business, tu dois aussi structurer. Et ça fait partie de nos missions. Et alors, ce sera sur le form factor de l'IA dans le produit Tomorrow, ce sera toujours une IA un peu omnisciente qui donnera des recommandations sur quelles sont les bonnes polices à adopter, ou alors vous allez avoir ce que beaucoup d'autres startups dans d'autres secteurs peuvent avoir, une vision un peu agentique avec pas mal d'agents différents, un agent sales, un agent risque, qui chacun agiront sur le contrat. Je pense qu'on va vers quelque chose d'agentique, tu vois, on va avoir un peu de spécialisation sur des cas d'usage précis, mais qui seront toujours, si tu veux, formatés pour ton entreprise. La spécificité du contrat, c'est pas de te dire fais comme ça parce que tout le monde fait comme ça sur les contrats, c'est de te dire on a un standard un peu sur cette typologie de contrat, on le connaît, mais la spécificité de marché, la spécificité de ton activité et la spécificité peut-être de ton co-contractant font que y a des nouveaux paramètres qui doivent rentrer en compte, tu vois. Donc ça sera toujours omniscient dans le produit, mais on va vers des agents spécialisés sur des cas d'usage qui doivent être poussés, avancés, tu vois, la négociation, la révision de contrat, c'en est un, typiquement sur lequel on doit avoir cette approche-là. Alors, on a beaucoup parlé du produit, mais vous avez aussi toute une panoplie de clients qui viennent en plus de secteurs, de tailles différents, des startups, des scale-up, des boîtes traditionnelles. Tu peux nous donner quelques exemples? C'est qui sont aujourd'hui les clients de Tomorrow? À quoi ils ressemblent? Quelle taille ils font? Dans quel pays ils sont? Alors, nos clients, c'est des entreprises qui font quelques centaines de salariés à quelques milliers. Tu vois, donc vraiment 200, 300, 2000, 3000, ça c'est parfait pour nous. On a énormément de valeur pour ces boîtes parce qu'elles font
beaucoup de contrats, elles sont structurées sur le sujet du contrat. C'est pas des entreprises qui deviennent matures, c'est des entreprises qui ont structuré un département juridique et qui, par la forte volumétrie de contrats, fait que y a un goulot d'étranglement qui doit être adressé. Donc là, on est très pertinent, principalement en France. Tu vois, aujourd'hui, 92% de notre revenu, il est généré sur les entreprises françaises. Le reste, c'est en Europe. Et, euh, et on adresse donc ces boîtes-là, mais on commence à avoir aussi de plus en plus de grands comptes qui viennent nous chercher. Tu vois, on a signé des sociétés comme Galeries Lafayette, comme Sandoz dans la pharma, comme Nestlé dans l'agroalimentaire. Donc on commence aussi en fait à voir ce segment de marché qui jette un œil, qui est souvent équipé, tu vois, de solutions assez traditionnelles, qui sont pas du tout collaboratives, qui ont une expérience utilisateur un peu désuète et qui cherchent justement en fait une solution beaucoup plus moderne et innovante pour embarquer les équipes métiers. Parce que tu vois, si on parle d'un cas d'usage comme Nestlé, c'est les achats qui a ce besoin-là. Donc les achats et le juridique traitent énormément d'achats chaque année pour une société comme ça. Rien qu'en France, ils ont besoin d'aller beaucoup plus vite, tu vois. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds avec les outils historiques qui adressaient ces boîtes type CAC 40. Et donc, ils veulent des solutions comme Tomorrow. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez, moi je me rappelle quand on a commencé la série A, vous aviez un mix assez important d'entreprises digitales, on va dire VC-backed. Mais une des raisons qui m'a aussi fait investir, c'est que vous étiez capable en fait d'adresser aussi des entreprises traditionnelles. Aujourd'hui, je crois que ça se reflète aussi dans votre mix client. Finalement, en fait, peu importe le secteur, l'industrie, avec une certaine taille minimum, vous êtes capable d'adresser en fait tous les secteurs de l'économie, toutes les tailles, et donc ce qui fait que votre marché en fait énorme et colossal, et que qu'on y reviendra un peu plus tard, mais que l'international est aussi un des gros objectifs avec cette levée de fonds. Absolument, c'est vrai qu'on a commencé, je crois que je me souviens un peu des chiffres au moment où on avait échangé ensemble. On devait être à, je pense, à peine plus de 50% du portefeuille client qui était des entreprises traditionnelles. Le reste, c'était plus de la start-up, de la scale-up financée par du VC. Aujourd'hui, on est à un petit peu moins de 70% du portefeuille au global, donc en incluant les clients qu'on avait déjà signés avant de se connaître. Euh, donc oui, on a vraiment en fait déployé une approche beaucoup plus multisectorielle, aussi domaine, tu vois. On n'est plus du tout sur de la startup qui était un peu facile à signer au début. Et ça, tu vois, on l'a fait notamment avec beaucoup plus d'outbound, structuration d'équipes commerciales qui sont allées chercher ces boîtes qu'on adresse moins avec de l'online. Et, euh, et oui, après, tu as quand même quelques industries, tu vois, le retail est intéressant, le luxe est intéressant, l'agroalimentaire, on en a parlé, c'est intéressant. Donc, tu as quand même des secteurs où tu as des très très fortes volumétries de contrats qui fait qu'un produit comme le nôtre, il fait sens. Mais sinon, ouais, on reste assez agnostique sur les secteurs. Et alors pour revenir sur l'IA, c'est vrai que donc dans le produit Tomorrow, vous êtes finalement assez agnostique des modèles fondationnels. Vous utilisez finalement les plus performants, que ce soit du Claude, du OpenAI, du Mistral Co. Euh, on l'a vu aux US, il y a un acteur comme Harvey qui a levé beaucoup d'argent et qui développe son propre modèle fondationnel sur le droit, en entraînant ses algorithmes sur énormément de données juridiques. C'est quoi, toi, ta perception typiquement d'un Harvey? Est-ce qu'un jour, tu penses que vous entraînerez vos propres modèles fondationnels, ou est-ce que les modèles très horizontaux généralistes resteront hyper efficients et vous serez toujours en charge de faire l'intégration dans les workflows? C'est quoi un peu ta vision sur l'IA et sur jusqu'où Tomorrow doit aller dans la stack? C'est un bon point. Donc déjà, aujourd'hui, nous, on utilise principalement OpenAI. Tu vois, on a commencé en 2023, ils étaient les premiers sur le marché. Donc tout ce qu'on a construit, ça a été quand même construit avec OpenAI en fond. Et aujourd'hui, on s'ouvre à Mistral aussi parce qu'on a envie, tu vois, d'avoir une proposition de valeur souveraine pour adresser le marché européen. Je pense que plus que jamais, c'est assez nécessaire quand on voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, d'avoir, tu vois, justement des acteurs français qui, comme Mistral, prennent aussi cette part du travail. Sur la partie technique, modèle, je ne crois pas qu'aujourd'hui, notre métier, ça soit d'aller justement vers la création de modèles fondamentaux chez Tomorrow. Je pense que les acteurs horizontaux, ils le font très bien aujourd'hui. Ils maîtrisent tous les enjeux où tu vois aussi les sujets de coûts, etc., qui sont quand même importants. Nous, notre métier et notre focus, aujourd'hui, comme à moyen terme, c'est pour certitude, c'est justement d'utiliser ces technos, mais par contre de continuer à comprendre en fait les spécificités métiers
en fait, de chacune de nos entreprises clients et chacune des typologies de contrats. Tu vois, donc d'aller vraiment dans le cœur, dans le détail là-dessus, de ne pas faire quelque chose de généraliste, mais vraiment d'être capable de vraiment au millimètre comprendre, tu vois, l'impact de chaque paramètre, donc que ce soit mes habitudes contractuelles, est-ce qu'elles changent en fonction de la typologie de client que j'ai en face. Là, j'ai un gros client. Tu vois, donc vraiment aller en fait dans le détail de ces éléments-là pour venir derrière, par-dessus les modèles fondamentaux, amener de la valeur avec une grande précision sur tous les cas d'usage dont on a pu parler avant. Et c'est quoi ton point de vue, par exemple, sur un Harvey, qui lui est un gros acteur US qui a levé de l'argent pour développer leur propre modèle? Je sais pas si tu as un peu regardé leurs produits ou ce qu'ils font. J'ai pas eu accès à leurs produits jusqu'aujourd'hui. Euh, Très sincèrement, c'est un milieu qu'on regarde moins, tu vois, vraiment sur les avocats. Nous, on est vraiment focalisé sur les juristes. Donc le produit Harvey, c'est sûrement hyper pertinent, tu vois, sur les schémas d'avocats avec des cas d'usage assez similaires, tu vois, sur du M&A, sur vraiment, tu vois, des axes très Des précis. verticales très complexes de droit, ouais, quoi. très verticales sur le droit. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Donc en fait, ça ne m'étonne pas qu'ils aient cette spécialisation et qu'ils se disent, en fait, on va aller faire des modèles fondamentaux appliqués à ces verticales très précises. Nous, dans la mesure où justement, en fait, on a cette horizontalité dans les cas d'usage, je pense que c'est moins pertinent. Trop bien. Bon, bah alors on va maintenant aborder le sujet de ce pourquoi initialement tu es venu, donc votre série B. Bah alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu annonces aujourd'hui? Mais on est hyper fiers d'annoncer qu'aujourd'hui, donc on tourne cet épisode un petit peu avant l'annonce, évidemment, on ne trompera personne. Hyper fiers d'annoncer qu'on vient de réaliser une série B de 25 millions d'euros avec nos investisseurs existants, bien sûr, qui nous suivent, dont toi, et ça, qui nous rend très fiers. Et des nouveaux investisseurs qui embarquent avec nous dans cette aventure. Donc, on a Xange en France. On est ravis d'onboarder Alexis et Clémentine dans cette aventure. C'est un petit peu la même histoire qu'avec toi, tu vois. C'est des investisseurs qu'on connaît depuis longtemps, qui nous suivent depuis, je pense, la phase de seed. À mon avis, j'avais déjà parlé avec Xange, c'est sûr. C'était peut-être Alban à l'époque, avec qui on avait échangé, et Alexis à la Serie A quand on a closé ensemble pareil, on avait échangé avec Alexis. Donc c'est une belle histoire aussi. C'est quelqu'un qui nous a suivis depuis longtemps et qu'on est content justement d'embarquer avec nous dans cette aventure. On embarque aussi Acton, je pense top fonds VC allemand, et ça s'inscrit dans la stratégie qu'on a qui est l'internationalisation à partir de 2025 et l'ouverture d'une filiale en Allemagne, de bureaux en Allemagne. Donc on avait aussi envie d'avoir des partenaires qui soient experts de cette géographie et qui puissent nous accompagner dans ce nouveau défi parce qu'il va être grand. Et on a Founders Future et Adeli aussi qui se joignent autour et pareil, très content d'embarquer tout ce petit monde. Donc gros projet devant nous. Là, on part pour un nouveau cycle avec, je pense, 3 missions principales. La première, c'est continuer tout ce qu'on a bien fait sur la France. Aujourd'hui, on n'est pas leader sur la France, on est bien lancé. Tu vois, on est dans une très bonne dynamique. Et l'objectif, justement, sur les 2 prochaines années, ça va être d'être leader sur la France. Donc, à nous de continuer nos investissements sur cette géographie. Ouvrir l'Allemagne, deuxième gros sujet pour nous, c'est le plus gros marché européen sur le mid-market. C'est un marché qui est mature, il commence à y avoir des acteurs qui naissent là-bas à peu près aussi gros que nous. Donc c'est clé d'y aller tôt et d'y réussir. Et le troisième, c'est continuer nos investissements sur la R&D. Donc on en a parlé, enfin on vient d'en parler. Voilà, on est encore aux prémices. Ça fait 2 ans qu'on a intégré ça dans le produit, que cette techno existe. Mais les ambitions, elles sont grandes et il faut justement qu'on continue à massivement investir là-dessus pour... on ne sera pas leader sans ça. Donc on ne sera pas leader sans l'Allemagne en Europe. On ne sera pas leader sans justement la meilleure techno avec l'IA au cœur. Donc voilà, c'est un peu les 3 grands sujets. Donc très fier d'annoncer ça aujourd'hui. Je pense que ça représente tout le travail qui a été fait par l'équipe sur les 2 prochaines années, enfin les 18 derniers mois et même les 4 dernières années en fait, et la première levée de fonds qu'on avait fait avec Inc. On a levé beaucoup plus tôt que prévu, vraie volonté d'accélérer. Donc voilà. Oui, alors est-ce qu'on peut revenir un peu donc, sur les détails de cette levée de fonds? Donc c'est vrai que dans l'histoire de Tomorrow, c'était ta 3e levée de fonds. Tu as fait un premier seed avec Inc. Il y a 18 mois, donc avec Résonance, tu fais une série A. Aujourd'hui, finalement, tu n'avais pas de prévu de lever aussitôt. Les choses se sont beaucoup accélérées avant les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu avais beaucoup de marques d'intérêt? Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ce tour de série B? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à lever dès maintenant? Et qu'est-ce qui a été différent peut-être par rapport aux autres tours de table que tu as eu l'occasion de mener? Très bon point. Je pense que le point fondamental, c'est qu'on sort d'une année 2024 qui a été assez incroyable pour nous.
avec une vraie accélération. Tu vois, l'histoire de Tomorrow, elle est bon démarrage, on croit, mais on n'est pas sur cette courbe exponentielle sur les premières années de la boîte. Et à partir de la série A, les choses s'accélèrent littéralement pour nous. Et justement, les sujets d'IA, en fait, c'est un vecteur assez fort dans cette croissance. Donc on arrive fin d'année Tu as 2024. quelques chiffres à nous dire, sans peut-être dévoiler l'ARR, mais sur les clients, le nombre d'utilisateurs, le nombre de contrats traités? Ouais, on est à plusieurs centaines de milliers de contrats qui sont traités chaque année. On est à plus de 300 clients aujourd'hui. On en a signé plus de 100 nouveaux sur l'année 2024. Et tu vois, sur le produit IA qu'on a sorti et qu'on a commercialisé à partir d'octobre, en fait, entre fin octobre et fin décembre, on convainc plus de 25% de nos clients de payer pour l'utiliser. Et tu vois, et pas de payer 5-10 euros par mois, mais de payer plusieurs centaines, entre 200 jusqu'à 500 euros par mois, pour continuer de bénéficier de ces fonctionnalités-là. Et donc, c'est un peu cette convergence et ces éléments-là qui nous ont permis d'arriver en fait fin 2024 et comme tu dis, d'avoir pas mal de marques d'intérêt, de se dire, OK, nous, on avait prévu de lever avant l'été 2025, donc tu vois, plutôt deuxième trimestre, et de se dire, bon, ben là, on a des marques d'intérêt, tu sais ce que c'est un roadshow, tu sais le temps que ça prend à préparer, à faire, et derrière avec l'audit. Et donc, c'était un peu le moment de se dire, est-ce qu'on ne changerait pas notre stratégie et essayons de capitaliser sur ces marques d'intérêt pour en fait accélérer dès maintenant, gagner 6 mois aussi dans le plan qu'on s'était fixé. Nous, la stratégie, l'ambition, c'est clairement d'aller chercher les 100 millions d'ARR en 2030. Et donc, si on peut gagner 6 mois, 9 mois dans ce projet, dans ce plan-là, et accélérer plus vite, recruter plus vite, ouvrir l'Allemagne plus vite, investir plus vite sur l'IA, c'est hyper intéressant dans cette stratégie. Donc en fait, début décembre, pardon, on pivote sur la stratégie de levée et on se dit, bon, il faut qu'on tente le coup. Donc là, tu vois, moi, je me donne 2 semaines à ce moment-là, qui est, on n'en parle pas en interne. Il y a juste le COMEX qui est aligné là-dessus, on n'en parle pas. Et moi, je me donne 2 semaines pour avoir des term sheets et se dire, OK, ça valait le coup. Et si ça ne marche pas, je referme le dossier, on continue à bosser. Et début Q2, j'arrive avec des encore meilleurs chiffres et ça va bien se passer, tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Ça va très vite, en 8 jours, même pas, première term sheet. On continue les process, on choisit de partir avec Xange et Acton joindra, tu vois, sur la deuxième partie. Donc là, on cherchait, tu vois, Xange prend une bonne partie du tour, il nous restait de la place. Et donc là, c'était stratégie, qu'est-ce qu'on fait, à qui on alloue en fait cette place restante. Et donc oui, Xange, tout le monde connaît, tu leur parlais depuis longtemps, mais c'est vrai qu'Acton est peut-être un peu moins connu en France. C'est un fonds allemand et qui n'est pas spécialisé dans la legal tech, mais qui a fait une grosse partie de deal dans la legal tech, qui a investi dans des très belles boîtes. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus? Absolument, nous on les aimait beaucoup, on les suivait, on avait déjà échangé un petit peu avec eux historiquement, parce qu'ils avaient fait une très belle boîte qui s'appelle Clio en Amérique du Nord, avec un très bel exit. En Europe, ils ont fait Henchman Clio récemment. qui fait quoi et qui vaut plus d'1 milliard, il me semble. Ouais, qui était une solution pour les avocats. Donc pas exactement ce qu'on fait, mais voilà, tu l'as dit, marché legal et très beau succès. Nord-américain, en Europe, récemment, 2 belles boîtes aussi qui ont été financées. Henchman, qui est, tu vois, dans le CLM, plugin Word, positionnement assez intéressant, qui s'est fait racheter par LexisNexis. Et Jusmundi, donc boîte française dans litigation, boîte française mais très internationale aussi. Donc ça fait trois belles histoires dans notre marché. Et je pense qu'ils avaient aussi envie de continuer un petit peu l'aventure parce que Henchman était quand même sur un sujet assez similaire au nôtre, pas très éloigné. Et je pense qu'entre le moment où ils ont investi et le moment où il y a eu le rachat, ça a été très court. Et pour autant, ça a été, je pense, un très beau deal. Et donc, je pense qu'ils avaient un petit peu ce goût d'inachevé et envie de repartir sur ce sujet-là et de réenclencher la machine avec nous. Génial, écoute, bravo pour avoir ficelé cela aussi rapidement. Parlons de l'international maintenant. Donc aujourd'hui, tu es quasiment leader sur le marché français qui se développe très bien. Aujourd'hui, avec cet argent, tu vas te lancer dans plusieurs pays, dont je crois l'Allemagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette stratégie d'internationalisation? Pourquoi l'Allemagne? Et comment tu vas adresser ces différents pays? J'en ai parlé un petit peu. Donc déjà, je pense qu'on n'est pas leader en France. Je pense que c'est un peu précipité de dire ça. Ce qui est certain, c'est qu'on est un acteur qui est clairement identifié. On est un acteur où dès qu'une entreprise, justement sur notre cible, cherche une solution pour du contract management avec l'IA comme pièce centrale du produit, on est systématiquement inclus dans les échanges. Donc on est à ce moment-là.
Et on doit devenir leader sur les 2 prochaines années. Clairement, sur la France, c'est ça l'enjeu pour nous. Donc continuer à accélérer. Et effectivement, le nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est l'international. Et donc là, Allemagne en premier, c'est assez évident parce que on est là pour construire un leader sur l'Europe. Le plus gros marché européen sur justement ce segment mid-market, c'est l'Allemagne. C'est 2 fois et demi la profondeur de marché française. C'est beaucoup, la France en fait historiquement est un marché très TPE avec beaucoup de petites sociétés. Là où l'Allemagne, c'est un peu l'inverse. C'est moins de petites sociétés et beaucoup de mid-market, donc parfait pour nous. Ça va être un vrai défi parce que culture complètement différente de la nôtre sur la manière d'acheter, mais c'est un passage obligé. On ne sera jamais leader européen si on ne réussit pas sur cette géographie. Et donc il faut y aller le plus tôt possible. Je pense qu'en termes de stratégie, ça aurait été contre-productif de faire l'inverse et de se dire on va aller chercher les plus petits marchés européens et après on va essayer d'aller chercher l'Allemagne quand peut-être les acteurs anglais auront déjà mis un pas là-bas. Donc c'était important pour nous de se dire, tu vois, l'international, on l'a testé il y a 3 ans et demi, 4 ans. Là, on est mature, on est solide et c'est un nouveau projet pour nous. Et voilà, l'Allemagne, c'est clé. Et donc ça, on va l'attaquer avec agressivité. Tu vois, je pense que quand on avait testé il y a 3-4 ans, on était un petit peu, on était rien sur la France et en même temps, on voulait devenir global. Là, aujourd'hui, on est quelque chose sur la France, on a des certitudes sur le produit, la manière de faire, qu'on va devoir adapter pour l'Allemagne. Mais voilà, on a aussi levé ces financements, on a levé plus que nécessaire. Donc on a aussi la capacité de se dire, en fait, on peut être agressif sur l'ouverture de pays. Donc on va démarrer avec l'Allemagne. On va ouvrir un bureau là-bas, on va recruter une équipe de natifs. Donc le but, tu vois, la strat, c'est vraiment d'être une boîte allemande. On va faire une filiale, ouvrir des bureaux. On a acquis le tomorrow.de. Donc vraiment de se dire, comme si on construisait une nouvelle boîte pour que ça soit le plus allemand possible pour eux. Et après, on ira chercher les autres marchés européens. Tu vois, l'Allemagne, c'est le premier. L'Espagne est un très bon candidat aussi, qu'on prévoit d'aller attaquer sur 2026. Très bon candidat parce que marché quand même assez gros, assez similaire à l'Italie, mais digitalisé, beaucoup plus digitalisé tu vois, que l'Italie sur pas forcément les sujets juridiques, mais de manière générale. Donc ils s'y prêtent assez bien en next step pour nous. Et les US peut-être un jour? Les US peut-être un jour, mais aujourd'hui le focus c'est clairement l'Europe. Je pense qu'il y a une vraie place à prendre. Les enjeux de souveraineté aussi, tu vois, ils sont centraux et on a aussi cette ambition, tu vois, chez Tomorrow d'être la boîte française, européenne, souveraine qui, tu vois, vient permettre aux entreprises européennes de rester compétitives tout en ayant, voilà, tu vois, de la souveraineté dans la manière dont leurs contrats sont gérés, dont les fonctionnalités d'IA sont traitées aussi. Et ça, c'est important pour nous d'être numéro 1 en Europe aussi pour ça. Très bien. Alors donc on l'a dit, hein, tu as fait plusieurs tours de table. Tu as aujourd'hui à ton board 4 et même si on compte les VC follow, pas mal de VC autour de la table. Est-ce que tu peux nous donner toi ta vision en tant que CEO de ce que t'apportent les investisseurs, peut-être au-delà du capital, comment ils t'aident, te font progresser et ce que tu en tires? C'est une bonne question et je pense que justement ça va aussi recouper ce que j'ai dit précédemment sur nos histoires communes, tu vois, que ce soit ensemble ou même avec Alexis qui arrive là. Je pense que les gens qu'on a choisis à côté de nous et notamment en board, c'est des gens au-delà du capital parce que c'est un sujet, mais évidemment tu construis une relation, tu vois, qui est sur du long terme. C'est à quel point en fait ces gens-là aussi m'inspirent dans le sens où j'ai pu avoir des discussions qui m'ont vraiment challengé avant l'investissement, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont amené en fait à me poser des questions sur la manière dont j'étais, dont je gérais la boîte, dont on faisait telle ou telle chose en interne. Et donc je pense que ça c'est un peu la question initiale qui fait qu'on a envie de partir avec toi, qu'on a envie de partir avec les nouveaux qui arrivent et même Yann. Et donc ce que les VC m'apportent aujourd'hui, c'est déjà grandir en tant que CEO. Tu vois, moi, c'est ma première boîte. J'ai vu que tu avais interviewé avant moi des gens comme Loïc, comme Arthur de Swile et Penny pour qui c'est la deuxième, voire troisième aventure. Moi, c'est pas le cas, mes associés, c'est pas le cas. Donc, on a aussi besoin de grandir. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui voient en fait un panel différent, qui travaillent avec, tu vois, des personnes comme Arthur ou Loïc et qui voient comment ces gens-là gèrent une boîte. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'un investisseur me dit, je vais le faire, mais ça veut dire que c'est intéressant, c'est à considérer, ça va me faire réfléchir. Donc ça peut être
Grandir personnellement, ça peut être aussi dans la manière dont la boîte est gérée, ça peut être dans la manière dont certains sujets stratégiques sont amenés. Et tu vois, si on parle de nous, moi j'aime bien ton parcours ingé dans l'IA, qui fait que tu as des bons avis Alors c'est le sur moment ces où je me fais sujets-là. mousser, hein, écoutez bien. C'est c'est le moment où je fais de la promo. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est intéressant d'avoir ces sujets-là et pas uniquement business et croissance, mais aussi en fait R&D. Et c'est trop bien. Enfin, moi, j'apprécie de me dire, je monte une boîte où au board, bah, la R&D, elle est vachement valorisée et on n'est pas uniquement sur comment est-ce qu'on améliore les unités économiques et où le levier numéro un, c'est on ne fait pas grossir les équipes R&D et on continue à bosser sur les équipes business. Donc ouais, tu vois, ça par exemple, c'est un bon exemple qui m'a amené, je pense, à réfléchir à certains sujets différemment, à considérer certains positionnements plus tôt. Et voilà. Et alors, t'en parlais sur ton rôle de CEO qui a évolué, qui évolue sans cesse. Tu peux nous donner un petit aperçu de comment il a évolué là sur les dernières années et comment tu penses qu'il va évoluer? Bah, tu commences, en fait, t'es comme tes associés, en fait, t'es hyper doueur, tout le monde touche un petit peu à tout. Toi, le premier, et je pense que moi, ce que j'aime beaucoup dès le début et encore aujourd'hui, et je pense que le jour où j'aimerais plus ça, je serai plus la bonne personne, mais c'est avoir cette vision 360, tu vois, de la boîte, comprendre exactement comment on signe un client, qu'est-ce qui est difficile quand on signe un client, comment on fait le market, travailler sur les sujets brand avec, tu vois, Lucille en ce moment sur nos sujets d'IA, mais aussi la partie tech produit, aller challenger les équipes sur ça. Donc moi, tu vois, mon rôle, il a toujours été autour de ça. Et j'ai un cofondateur très sales, j'ai un cofondateur très tech, donc j'ai toujours eu ce positionnement en fait entre les deux et cette nécessité de maîtriser en fait la totalité de la boîte. Et donc évidemment, quand ton rôle évolue, bah, tu es moins en profondeur dans tous les sujets. Donc en fait, aujourd'hui, c'est intéressant, tu vois, parce que je continue à garder des sujets assez précis et très opérationnels. Par exemple, bah, tu vois, je suis en gestion sur le compte Nestlé. Les sujets qui touchent à l'IA, je suis encore très proche de ces sujets-là. Les sujets brand avec Lucille et le marketing, pareil, c'est des sujets sur lesquels je reste très investi. Donc en fait, mon rôle, c'est prendre de la hauteur. Et cette vision 360, elle te permet de challenger justement tes équipes sur les différents sujets et aussi en fait rester proche du terrain sur des sujets très précis qui sont hyper stratégiques en fait pour le futur de Tomorrow et que j'ai envie de comprendre, de maîtriser et sur lesquels j'ai aussi envie d'avoir un peu d'expertise, tu vois, pour rester aussi proche du terrain et pas être décorrélé du qu'est-ce que nos clients disent, etc. Donc tu as ça, tu as une grosse partie du recrutement aujourd'hui pour moi qui est clé dans mon rôle, tu vois, c'est recruter des gens qui vont nous faire franchir des nouveaux paliers, nous amener beaucoup plus loin. Parfois, on ne peut pas tout apprendre par soi-même, donc il faut aller chercher de l'expertise en externe et attirer ces profils-là. C'est difficile, mais c'est clé pour toutes les ambitions que je t'ai présentées Ça va être qui les gros profils là que tu vas précédemment. vouloir aller chercher dès maintenant? Tu vois, par exemple, sur le produit, on a beaucoup parlé du produit. Il faut qu'on aille, là, on recrute un gros profil en CPO. Je pense au sujet people, où on va grossir, on va recruter plus de 100 personnes sur les 2 prochaines années. La culture, l'exigence, la manière dont on travaille, c'est clé. Donc la partie people, elle est clé. On commence à adresser le segment enterprise. Donc tu vois, côté go-to-market, structurer aussi cette équipe autour de gens qui maîtrisent ce sujet. Pareil, côté customer. Ça, c'est quelques exemples, tu vois, de profils qu'il faut qu'on aille trouver parce que je pourrais parler de la finance aussi, parce que en fait, voilà, la croissance de la boîte, à tout point de vue, elle dépend de ces gros profils. Donc ça, c'est clé, clairement. Et, voilà, et je pense que ça répond globalement au sujet que tu avais posé dans la question initiale. Génial, alors on arrive vers la fin de cet épisode. Je te propose un petit jeu pour finir. Je te pose des questions et tu dois répondre rapidement sans trop réfléchir. Ok. Ça te va? Alors tu peux dîner avec la personne de ton choix, vivante ou décédée. Qui est-ce que tu choisis? Décédé, ça va être dur, mais. Tu peux la ramener de parmi les Ok. morts. Je pense que c'est Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, qui a toujours été une source d'inspiration pour moi. Depuis le début, j'ai eu la chance de bosser aussi pour cette boîte à un moment donné dans mon parcours, parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait que j'aimerais qu'on réalise. Ils ont complètement transformé un marché. Tu vois, aujourd'hui, tu considères plus voyager sans faire un tour sur Airbnb. En fait, on doit réaliser la même chose sur le contrat. On doit transformer la manière dont le contrat est fait. C'est pas juste faire un petit peu mieux, c'est
réinventer cette expérience. Donc ça me plaît. La marque Airbnb, elle est hyper forte. Donc pareil, tu vois, nous, il faut qu'on construise une grande marque et je pense que ça a été amorcé l'an dernier avec le rebranding aussi. Le produit, il est exceptionnel. Tu vois, donc j'aime beaucoup et si j'avais l'occasion d'avoir un dîner avec cette personne, ça serait hyper enrichissant. Quel meilleur conseil business qu'on t'ait jamais donné? Je pense qu'il y en a deux et qui sont un peu opposés, mais justement, il faut trouver la bonne balance. Je pense qu'il y en a un, c'est et des plans. Donc, fais pas tout ce que tu as dans la tête tout de suite, mais fais des plans et ces plans, ils vont pas se réaliser. Mais le but d'un plan, c'est d'avoir une destination finale et de tirer un trait pour y arriver. Et en fait, jusqu'à cette destination finale, il va se passer plein de choses que tu n'auras pas anticipées, mais au moins, on avait un plan. Et le plus important, c'est qu'on arrive à nos fins. Donc faire des plans et le sujet, le deuxième, c'est aussi done is better than perfect. C'est genre, à un moment donné, c'est bien d'avoir des plans, mais il faut aussi y aller, quoi. Et donc, faire des plans, c'est bien pour le long terme. Enfin, c'est bien justement pour dessiner des trajectoires. Mais justement, sur cette trajectoire, je pense qu'il est clé. Et ce que veut dire ce double message, c'est dans l'exécution, il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Pareil, on va se rater, on va pas réussir du premier coup, mais c'est pas grave, en fait, on va apprendre. Et tu vois, c'est ce qu'on a fait sur l'IA. Pourquoi aujourd'hui, nous, on commercialise le module Oro en add-on? C'est parce qu'en fait, ça nous apporte énormément de réponses sur la valeur que ça apporte à nos clients. Et ça, c'était important pour nous de le faire vite, sans attendre que tout soit parfait. Et voilà. Donc, je pense que ça serait ça. Et j'y crois fondamentalement, tu vois, dans la manière dont moi je travaille aussi, c'est toujours, j'ai un plan, ça me donne un peu de perspective. Et derrière, vas-y, il faut qu'on exécute vite et qu'on essaie d'avoir des premières réponses tôt. Alors si tu peux, Tomorrow doit se faire racheter demain, tu préfères te faire racheter par LexisNexis, Harvey ou Cléo? On n'est pas à vendre. Et si tu devais choisir? Bon allez, bonne réponse Non, pour ton VC, choisirais c'est bien. Peut-être une anecdote marrante que tu peux raconter avec Tomorrow? Une anecdote marrante. Non, tu vois, aujourd'hui, j'ai mis, peut-être ça se verra sur la vidéo, mais j'ai mis les fameuses chaussettes Tomorrow suite au traumatisme du passage sur BFM lors de l'annonce de la Serie A où on ne voyait que mes vilaines chaussettes Adidas et qui est devenu un vrai running gag Dans la boîte? en Ah ouais? interne Ah, je savais même pas ça. sur les fameuses, en plus avec les Salomon, enfin vraiment le stéréotype du start-upper qui fait ça pour la première fois. Donc on apprend de nos erreurs et sur l'annonce de cette fois, ça sera mieux. Chaussettes Tomorrow, le plus important. Est-ce que tu peux nous raconter un moment qui a été particulièrement difficile sur Tomorrow, peut-être un moment où vous avez au début failli jeter l'éponge? On n'a jamais failli jeter l'éponge parce que je pense que c'est la base aussi de notre union et de l'entrepreneuriat qui est en fait tu pars pour un chemin un peu sans fin et tu sais qu'il va y avoir des moments difficiles. Je pense un moment qui a été dur dans notre histoire, par contre c'est au début comme tu en parles, c'est l'international. Tu vois, on fait le seed, donc on est en 2021, c'est un peu l'âge d'or sur le financement des startups. On lève beaucoup alors qu'on avait très peu. Et tout de suite, en fait, on part en se disant il faut qu'on soit international immédiatement. Et donc, tu vois, on va recruter une équipe internationale et tout. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'est absolument pas focus. On ne sait même pas ce qu'on fait. Tu vois, on fait à ce moment-là, je pense, 50 000 euros d'ARR. On a quelques clients qui n'ont aucun pattern commun. On vend plus à l'affect que sur du rationnel. Donc, erreur, je pense, assez traditionnelle de First Time Founder qui est on commence à avoir un peu de traction. On a des millions sur le compte. Allez, soyons fous. Donc ça nous a appris par contre beaucoup et on a été capable au bout d'un an, tu vois, d'arrêter et de se dire ok, c'était pas la bonne stratégie. On se refocalise sur la France, on maîtrise notre sujet. Ça veut pas dire que ça sera plus facile demain, mais ça voudrait dire qu'en fait on aura des certitudes et on saura comment le faire. Et bien sûr, il faudra qu'on adapte. Mais je pense que c'était cette phase, tu vois, où tu te dis, ça fait mal aussi culturellement. Je pense que c'est surtout pour ça. Toi, tu es résilient et tu vois, tu l'encaisses, mais ça intervient à une phase où tu as recruté tes 10 premiers salariés. Et en fait, là, tu vas en licencier certains parce que tu arrêtes l'international.
Et c'est au moment où ta culture se crée aussi. Donc, tu vois, c'est ça qui est assez dur. Mais tu grandis et l'équipe, de manière générale, en fait, le savait, s'en rendait compte. Tu vois, tu vois aussi quand tu recrutes des gens intelligents, tout le monde sait que tout le monde voit quand ça ne marche pas. Et donc, c'était pas facile, mais c'était nécessaire. Est-ce que tu as un hobby favori en dehors de Tomorrow? La randonnée, le trek en altitude. C'est vrai que tu pars chaque année en trek pendant l'été, c'est ça? Ouais, moi, ma déconnexion, c'est ça, c'est une semaine de randonnée avec des amis qui sont complètement extérieurs au monde de la tech, donc ça parle pas de roadmap, ça parle pas d'ARR, Je parle pas d'IA. et on fait, non, ça parle pas d'IA, quoique si, parce que maintenant ça touche tout le monde, mais si. Et on fait une semaine de refuge en refuge dans les Alpes, et ça c'est mon hobby, ouais. Et est-ce que tu as un livre de chevet à recommander aux auditeurs? Un livre de chevet, je pense que je vais dire celui que je recommande à tous les nouveaux qui arrivent chez nous, c'est On m'avait dit que c'était impossible de JB Rudel, donc c'est sur l'aventure Criteo, et même en fait l'avant Criteo sur la première boîte qui monte, qui revend, et derrière le début de Criteo qui est pas du tout le moteur de publicité qu'on connaît aujourd'hui, mais je crois un moteur de recommandation de films en fonction de tes goûts, et en fait c'est assez magique ce pivot qui va être fait de ok, en fait on a une techno qui est extrêmement pertinente sur de la recommandation, juste on l'applique pas au bon endroit, et si on l'appliquait sur la pub, en fait il y aurait une opportunité dingue. Donc ouais, et l'aventure humaine de Criteo jusqu'à l'introduction au Nasdaq, ouais, je pense que c'est mon livre préféré. Super, et ben on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Antoine d'avoir passé cette heure avec nous et on te souhaite le meilleur pour Tomorrow dans les mois et même les années à venir. Merci Max. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de nous noter 5 étoiles sur les plateformes audio et YouTube et de partager ce podcast au plus grand nombre.